Bonjour tout le monde, merci de vous être inscrit à cette 6e session de webinaire autour de la data science. Aujourd'hui, nous allons parler de machine learning supervisé et de prédiction. Je suis Jean-Paul Malouf, je travaille en tant que consultant data science pour la société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat, logiciel que nous allons utiliser pour faire des démonstrations sur ce qu'on appelle le machine learning supervisé et la prédiction. Alors, le monde du machine learning supervisé est vraiment très vaste et complexe. Je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal à créer une synthèse d'une heure autour de ces outils-là. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir un survol de la manière dont fonctionne le processus de machine learning supervisé qui consiste à optimiser des algorithmes dans un but de prédiction. Si vous voudrez mettre en application ces algorithmes-là, je vous invite à faire des recherches supplémentaires, voire à solliciter des formations à la société Adinsoft. À la fin de ce webinaire, il y aura une session de questions-réponses. N'hésitez pas à soumettre vos questions dans la fenêtre appropriée. Et donc, je consacrerai quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à ces questions. Il y aura un enregistrement de ce webinaire que vous recevrez sous forme de lien d'ici la semaine prochaine maximum. Donc, si vous avez des connaissances qui auraient été intéressées d'assister à ce webinaire et qui n'ont pas été capables de se connecter aujourd'hui, n'hésitez pas à partager le lien que vous recevrez la semaine prochaine maximum. Il y a 2 éléments que vous pouvez télécharger dans le bouton approprié sur la plateforme. Donc, la présentation ainsi que le jeu de données. Donc, je vous recommande de télécharger la présentation parce que vous allez avoir des liens à l'intérieur du PDF qui vous enverront vers des pages intéressantes sur le web. Voici le plan de ce webinaire. Nous allons commencer avec quelques petits mots sur XLStat, puis je vais parler des différentes catégories d'outils de statistiques que nous voyons depuis le début de cette série de webinaires. Puis nous allons parler de modélisation statistique. En fait, ce sera un rappel sur un webinaire auquel nous avons assisté il y a 2 semaines. Puis je vais introduire donc le machine learning. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre machine learning supervisé et le machine learning non supervisé? Puis, donc je vais me focaliser sur le machine learning supervisé dont l'objectif est principalement de prédire. Donc je vais vous exposer la démarche de machine learning supervisé qui comprend notamment la validation croisée que je vais illustrer sur XLStat via un modèle de régression linéaire. Puis je vais développer un petit peu plus 2 algorithmes qu'on utilise couramment dans le monde du machine learning supervisé, les arbres de régression et les forêts aléatoires qu'on appelle aussi random forest. À la fin, vous avez des annexes, quelques éléments que je n'ai pas pu inclure à l'intérieur du webinaire pour ne pas le rendre beaucoup trop long. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le fonctionnement, notamment des random forest, de forêts aléatoires, je vous ai mis une petite annexe dans le PDF. XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel sous PC et sous Mac, qui est développé par la société Adinsoft et qui est également disponible sur Excel 365 et Google Sheets. Donc, le grand intérêt de XLStat, c'est qu'il fonctionne intégralement dans l'interface conviviale de Microsoft Excel. En quelques chiffres, XLStat, c'est plus de 220 fonctionnalités statistiques, plus de 25 salariés à votre service, plus de 150 000 utilisateurs à travers le monde, 300 000 visites mensuelles sur le site. Le logiciel est disponible en 7 langues et nous avons des bureaux sur 3 fuseaux horaires, Amérique, Europe et Japon. Le logiciel est téléchargé 10 000 fois par mois. La société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat est basée au sein de la Data Factory, qui, elle, est établie à Bordeaux. Il s'agit d'un laboratoire privé dédié intégralement à la data science et qui renferme donc 5 sociétés autour de la data science. Et c'est un laboratoire très actif. Il organise plus de 25 ateliers, événements et formations par an autour de la data science. XLStat propose 8 solutions pour satisfaire aux besoins spécifiques. D'abord, nous avons 3 solutions généralistes, Basic, Basic Plus et Premium. Basic renferme les fonctionnalités statistiques essentielles, donc qu'on a vu dans tous les webinaires qu'on a vus jusqu'ici, à savoir des statistiques descriptives, des tests statistiques, des outils d'analyse multivariée comme l'ACP, l'ACH et des outils de modélisation. Basic Plus va rajouter des fonctionnalités
propre au machine learning, donc des fonctionnalités que nous allons notamment voir aujourd'hui. Puis Premium va incorporer l'intégralité des fonctionnalités XLStat, donc les 220 fonctionnalités, plus de 220 fonctionnalités. Entre Basic Plus et Premium, vous avez différentes solutions intermédiaires orientées métiers, Sensory pour l'analyse sensorielle, Life Science pour les biostats et l'épidémiologie, l'analyse de données médicales, Marketing pour les études de marché et la stratégie, Forecasting pour les prévisions notamment de séries temporelles, Quality pour le contrôle qualité. Donc aujourd'hui, les outils que nous allons voir se trouvent dans toutes les solutions sauf Basic. Donc vous les trouverez à partir de Basic Plus dans toutes les solutions. XLStat renferme sur son site plus de 200 tutoriels didactiques avec jeux de données à télécharger. Donc si vous êtes bloqué sur une fonctionnalité XLStat, vous avez un tutoriel qui est dédié à cette fonctionnalité disponible sur le site avec un jeu de données à télécharger sur lequel vous suivez la procédure de configuration de l'analyse et l'interprétation du résultat. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site. Vous pouvez cliquer sur la page ici, sur le PDF, pour accéder à la page en ligne. Donc XLStat développe aussi une chaîne de vulgarisation statistique qui propose des formats courts de vidéos intitulés StatCafé sur YouTube. Alors voici les différentes catégories d'outils statistiques que je vous expose depuis le début de cette série de webinaires. Donc depuis le début, nous avons parlé de statistiques descriptives, des outils qui permettent de décrire des variables isolées ou des liens entre deux variables. Nous avons parlé de moyenne, écart-type, box-plot, nuage de points. Puis nous sommes passés à des analyses plutôt exploratoires, comme l'ACP ou l'AFC ou la CAH, qui permettent de plonger facilement dans un jeu de données multivarié sans avoir forcément une question précise derrière la tête. Ce sont des techniques qui permettent de trouver des patterns, aller à l'exploration, à la recherche de patterns dans le jeu de données. Ensuite, les tests statistiques, donc ce sont des outils qui permettent d'accepter ou de rejeter des hypothèses bien précises en assumant des risques d'erreur. Et enfin, la modélisation statistique permet de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble d'autres variables. Donc on a vu la régression, l'ANOVA et l'ANCOVA. Et la modélisation statistique peut avoir un deuxième objectif qui est un objectif de prédiction sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui. Juste avant de passer à ça, sachez que vous avez des liens vers les enregistrements des différents webinaires auxquels on a assisté depuis le début de cette série en cliquant donc sur ces boutons-là. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le machine learning supervisé et la prédiction. Donc un mot d'ordre aujourd'hui, prédiction, comment optimiser des outils statistiques dans un but prédictif. Alors un petit rappel sur la modélisation statistique. Qu'est-ce qu'un modèle statistique? C'est une représentation simplifiée et chiffrée d'un phénomène qui nous permet de mieux comprendre la réalité, voire de faire des prédictions. Donc dans cette phrase-là, vous avez deux objectifs propres à la modélisation statistique. La compréhension de la réalité que nous avons exploitée au cours des 2 derniers webinaires. Comment expliquer l'influence d'une ou plusieurs variables sur une variable donnée. Sinon, le deuxième objectif que nous n'avons pas encore bien exploité au cours des derniers webinaires, c'est un objectif de prédiction. Comment prédire à partir d'un modèle. Alors, comment est-ce qu'un modèle statistique est représenté? Un modèle permet d'expliquer une variable qu'on appelle variable à expliquer ou dépendante par des variables qu'on appelle des variables explicatives ou indépendantes via des équations ou fonctions qui impliquent ce qu'on appelle des coefficients ou des paramètres. Donc par exemple, on avait exploité ce modèle-là qui est un modèle de régression linéaire simple qui associe une variable à expliquer à une variable explicative à l'intérieur d'une équation qui implique donc des coefficients. Ici, ce sont les coefficients A et B. Et donc, les logiciels de statistique permettent d'évaluer ou d'estimer ces coefficients qui permettent donc d'expliquer la variable à expliquer par la variable explicative. Donc, si l'estimation de B est positive, on peut, dans le cadre de la régression linéaire simple, dire que la variable à expliquer augmente en fonction de la variable explicative de manière linéaire. Donc ça, c'était le premier objectif de la modélisation. Deuxième objectif, une fois cette équation établie, elle peut être utilisée pour prédire de nouvelles
données de variables à expliquer en fonction de valeurs précises des variables explicatives. C'est sur cet objectif qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, je vous donne un exemple qu'on avait exploité ensemble au cours du webinaire sur la modélisation. On avait utilisé ce jeu de données. Donc, un jeu de données qui correspond à des clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne, présentés donc en ligne dans ce fichier Excel, et qui sont caractérisés par des variables disposées en colonnes. Donc, nous avons des variables qualitatives, nominales, catégorielles, origine, sexe, marque préférée, des variables qu'on ne peut pas exprimer en chiffres, et des variables quantitatives, taille, pointure, poids, temps passé sur le site et montant facture. Ce sont des variables qu'on peut exprimer en chiffres. On s'était posé la question suivante. Parmi les variables encadrées en orange, lesquelles ont une influence linéaire sur le montant de la facture? On était parti sur ce qu'on appelle une régression linéaire multiple qui peut s'exprimer sous cette forme-là. Y égale A plus BX1 plus CX2 plus DX3. On voit que chaque variable explicative est associée à un coefficient précis, B, C et D, qui permettra donc d'évaluer l'influence linéaire de chacune des variables sur la variable à expliquer. Donc on a obtenu des estimations de A, B, C et D, et voilà, alignées en ordre, pour se rendre compte des différentes variables explicatives et leur influence sur la variable à expliquer. XLStat propose une reconstitution de l'équation de la régression linéaire multiple en remplaçant donc les A, B, C et D par les chiffres obtenus via le calcul. Et donc cette équation-là peut être utilisée pour faire des prédictions. Alors, XLStat nous a proposé une liste d'indices de qualité du modèle. C'était cette liste-là, notamment le R carré, vous vous en souvenez, ou l'AIC, ou le SBC, ou le R carré ajusté. Donc, je vous remets les explications ici, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Je vous invite à aller sur l'enregistrement du webinaire sur la modélisation pour comprendre tout ça. Maintenant, il y a 3 indices qui sont assez intéressants et que je n'avais pas commenté la dernière fois. Il s'agit de ces indices-là. Ce sont des indices de performance prédictive que nous allons exploiter aujourd'hui dans le cadre du machine learning. Le machine learning, qu'est-ce que c'est? Voici une définition succincte. Le machine learning consiste en des techniques de calcul qui permettent aux ordinateurs d'apprendre à exécuter des tâches en s'inspirant de patterns perçus sur des données. Et donc, ces tâches exécutées par les ordinateurs, une fois qu'elles sont apprises, reviennent souvent à des tâches de prédiction. Et en fait, cette faculté d'apprentissage est empruntée à la cognition humaine. Et c'est pour ça qu'on considère que le machine learning est une technique d'intelligence artificielle. En français, on l'appelle aussi l'apprentissage automatique. Donc la machine va apprendre à exécuter une tâche, notamment une tâche de prédiction. Je vous propose déjà des exemples d'outils de machine learning dans différents domaines. Donc dans l'e-commerce, vous pouvez avoir une situation où la machine peut apprendre à recommander des articles aux consommateurs en fonction de données de localisation géographique et d'achats passés. En assurance, la machine apprend à détecter des fraudes à partir de données de comportement et de fraudes passées. Sinon, en médecine, la machine peut apprendre à calculer la prédisposition à une maladie à partir de données génétiques. En marketing, la machine apprend à calculer le risque de perte d'abonnés à un certain produit. C'est ce qu'on appelle le churn. Donc, dans chacune de ces situations, il y a toujours une idée de prédiction. Alors, quelle est la différence entre machine learning supervisé et machine learning non supervisé? Il s'agit des 2 familles de machine learning les plus courantes aujourd'hui. Je vais commencer avec le machine learning non supervisé, où vous allez être surpris de voir qu'on a déjà vu ensemble pas mal d'outils dans ce monde-là. On demande à la machine de construire une typologie, cartographie des objets étudiés. Donc on essaie de trouver par exemple des groupes d'objets similaires. On cherche à créer des classes par exemple. Cela n'implique pas de colonnes variables à prédire dans le jeu de données de départ. Là, l'objectif n'est pas de prédire, dans le cadre du machine learning non supervisé. On cherche juste à explorer un jeu de données via, par exemple, la classification ascendante hiérarchique qui permet de classer des observations en groupes d'observations homogènes, comme on l'a vu la dernière fois, l'analyse en composantes principales, donc qui permet d'avoir une cartographie simple de l'information, de la majorité de l'information du jeu de données
initiale. Donc l'objectif du machine learning non supervisé, c'est vraiment de rechercher des patterns, des tendances dans un jeu de données, et il n'y a pas de variable à prédire. Donc je ne vais pas parler de machine learning non supervisé aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur le machine learning supervisé, dont l'objectif est simplement de demander à la machine ou à l'ordinateur d'apprendre à prédire une variable. Donc concrètement, dans votre jeu de données, ça implique une colonne variable dépendante ou à prédire, ou variable Y aussi, et des variables X de notre côté. Donc on va avoir des variables X ou des prédicteurs, et une variable à prédire qu'on va appeler la variable Y. Donc le machine learning supervisé se subdivise en deux types de problématiques, c'est très important, deux types de problématiques qui dépendent de la nature de la variable Y. Dans le cas des problématiques de classification, la variable Y est qualitative. Vous cherchez à prédire une variable qualitative qui d'ailleurs est souvent binaire. Par exemple, vous cherchez à prédire l'occurrence ou la non-occurrence d'une maladie dans une certaine région ou chez un certain patient, ou l'occurrence future d'un parasite sur la vigne. Ça peut être la prédiction du désabonnement d'un client dans votre base de données client. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être la prédiction de l'échec futur sur une chaîne de production, une défaillance future sur une chaîne de production. Donc il s'agit d'une prédiction d'un événement binaire, échec, réussite, présence, absence, occurrence, non-occurrence. C'est une problématique de classification. D'un autre côté, si la variable est quantitative, nous sommes dans une problématique dite de régression. Donc typiquement, dans notre fameux jeu de données, si on cherche à prédire le montant de la facture, qui est une variable quantitative, nous sommes typiquement dans une problématique de régression. Si on cherche à prédire le rendement d'une production agricole, nous sommes dans une problématique de régression. Si nous cherchons à prédire un score de qualité d'un certain produit en production, nous sommes dans une problématique de régression. Alors, il y a différentes manières de construire des modèles qui prédisent autant des variables qualitatives que des variables quantitatives. Jusqu'ici, nous en avons vu une méthode, c'est la régression linéaire. Alors regardez le nombre de méthodes, en tout cas parmi les méthodes qui existent dans XLStat. Il y en a beaucoup plus que ça. Et ça, ce sont les méthodes principales qui existent dans XLStat. Déjà, pour les problématiques de régression, regardez, vous avez la régression linéaire qu'on a vue ensemble, vous avez la régression pénalisée, la PLS, les cas plus proches voisins, les arbres de régression et les forêts aléatoires qu'on appelle random forest. Je vous ai mis quelques éléments comparatifs de ces différents outils. Donc, est-ce que la méthode fonctionne avec plus de variables que d'observations? Est-ce qu'elle s'adapte à des situations non linéaires? Est-ce qu'elle a une intelligibilité explicative? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser la méthode pour expliquer et pas seulement pour prédire? Donc là, le grand gagnant, c'est toujours la régression linéaire. Vous allez voir tout à l'heure que les arbres de régression sont sympas aussi pour expliquer la variable dépendante. Vous avez le menu XLStat qui permet de retrouver tous ces outils dans cette colonne. Alors malheureusement, aujourd'hui, nous n'allons évidemment pas avoir le temps d'exploiter tout ça. On va évoquer les arbres de régression et les forêts aléatoires. Okay. Mais en tout cas, vous voyez un petit problème qui se profile. Si j'ai une problématique de régression, je veux prédire une variable quantitative à partir d'un jeu de données, quel outil est-ce que je suis supposé sélectionner pour faire ça? C'est embêtant. Sinon, pour les problématiques de classification, vous avez aussi tout un nombre d'outils disponibles. La régression logistique, la régression pénalisée, encore une fois, l'analyse discriminante, les SVM, KNN, naive Bayes, les forêts aléatoires de nouveau. Donc, on est face à un problème un petit peu ennuyeux. Quel algorithme choisir dans une situation donnée? Alors, même après élimination des algorithmes non convenables par rapport aux données, il reste un bon nombre d'algorithmes candidats possibles pour une situation donnée. Lequel est-ce qu'on devrait choisir? Et il y a une couche supplémentaire de difficulté, comme vous allez voir tout à l'heure. C'est encore un peu plus complexe que ça. Chaque algorithme peut lui-même être calibré de différentes manières via des hyperparamètres. Par exemple, on verra que les arbres de régression pourront être calibrés au niveau de la taille. On pourra produire soit des arbres petits, chétifs, soit des arbres beaucoup plus développés.
Alors, quelle taille d'arbre est-ce qu'on utilise pour faire une prédiction? Je vous propose d'exploiter cette question, ce mystère, via la démarche de machine learning que je décolle tout de suite. Donc, je pars d'une question, comme d'habitude, qui se base sur le fameux jeu de données qu'on exploite depuis le début. Et je pose une question. Comment optimiser un algorithme pour prédire la variable montant de facture en se basant sur pointure, poids et temps passé sur le site? Donc, mon objectif est purement prédictif. Voici ma variable Y, voici mes variables X. Je suis dans une problématique de régression parce que ma variable Y est quantitative. D'ailleurs, je suis désolé de décevoir certains. Nous n'allons malheureusement pas avoir le temps d'exploiter des problématiques de classification en 1 heure. Il y a tant de choses à dire. Donc, je reviens à cette fameuse question. Quel algorithme choisir dans la liste d'algorithmes que nous avons? Il n'existe pas de recette parfaite d'algorithme ou de configuration d'algorithme qui surpasse toutes les autres, quel que soit le jeu de données. À l'heure d'aujourd'hui, le data scientist, vous-même, va tester la performance de différentes calibrations de différents algorithmes sur ces données particulières et au final, il va conserver l'algorithme le plus performant avec la calibration correspondante. Donc, on y va à tâtonnement, même si aujourd'hui, il y a des manières automatisées de faire ça. Comment est-ce qu'on mesure la performance d'un algorithme? Un algorithme performant a un biais et une variance faible. Qu'est-ce que le biais? Qu'est-ce que la variance? Le biais, c'est le manque de capacité à prédire correctement. La variance, c'est le bruit dans les prédictions. Alors, un bon algorithme, un algorithme performant d'un point de vue prédictif, a un biais faible, une variance faible. Alors, qu'est-ce qu'un biais fort? Regardez, c'est ça. Un biais important, ça ressemble à ça. Ce que vous voyez ici, c'est une cible qui représente la réalité et les croix correspondent aux prédictions. Donc, si les prédictions sont décalées de manière systématique de la réalité, on a un biais important. C'est quelque chose qu'on cherche à minimiser. Par contre, s'il y a un bruit important dans les prédictions, regardez, la dispersion des prédictions autour de la cible, on a une variance importante. Et ça, la variance importante, est souvent due à un problème de surajustement de l'algorithme sur vos propres données. On avait parlé de surajustement dans le cadre de la modélisation classique. Donc, objectif, on va essayer de trouver l'algorithme et la configuration d'algorithme qui a le biais et la variance les plus faibles pour pouvoir prédire. Alors, comment mesurer le biais et la variance? On a recours à une méthode qu'on appelle la validation croisée ou la démarche train test. Encore, la démarche train test, c'est une méthode de validation croisée que je vais vous développer aujourd'hui. Il y en a d'autres, des méthodes de validation croisée, mais celle-là, c'est une des plus courantes. Donc, je vous explique le principe. Je vous rappelle qu'elle permet de mesurer la performance d'un algorithme d'un point de vue prédictif. On prend le jeu de données qu'on coupe en deux parties, horizontalement. On aura d'un côté un échantillon dit d'apprentissage ou d'entraînement. Okay. Et d'un autre côté, on aura un échantillon test qu'on appelle aussi l'échantillon de validation. Donc, notre jeu de données est coupé en deux parties. Sur une partie, donc l'échantillon d'apprentissage, on demande à la machine ou à l'ordinateur de construire un modèle prédictif. Ça peut être une régression, un random forest. Okay. On construit notre modèle sur cette partie de données là qui est en dessous de la paire de ciseaux. Ensuite, une fois le modèle construit, on met le modèle à l'épreuve avec des données qu'il n'a jamais vues. Ce sont les données de l'échantillon de test. On demande à la machine d'utiliser ce modèle pour prédire Y, donc dans notre cas le montant de la facture, sur l'échantillon test. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des Y prédits, des montants de facture prédits, et des montants de facture réels. On va simplement mesurer le décalage qu'il y a entre ce qui est prédit et ce qui est réel. Donc, on compare les Y réels et les Y prédits par la machine. Si elles matchent bien, entre guillemets, l'algorithme est performant. Et évidemment, il y a des indices qui permettent de mesurer cette performance. Justement, ces indices-là,
parmi les indices les plus courants qui permettent de mesurer cette performance, en tout cas dans les problématiques de régression, on trouve ces indices-là, donc la moyenne des carrés des erreurs, la racine des moyennes des carrés des erreurs, c'est la racine du MCE, et le MAPE. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail des formules, mais sachez que tous ces indices mesurent la distance qu'il y a entre les prédictions et les données réelles. Donc, plus ces indices sont élevés, plus le biais est élevé. Donc, plus ces indices ont des valeurs faibles, plus on est heureux. Donc, plus le biais est faible. On cherche à minimiser le biais. Regardez dans la formule du MCE, il y a une incorporation de cette idée de distance entre les Y prédits et les Y réels. Y prédit moins Y réel. Donc, le but, c'est de minimiser ces indices-là. Alors, dans le cadre des problématiques de classification, on va calculer d'autres indices de performance qui se basent notamment sur ce qu'on appelle la matrice de confusion. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'aborder ça aujourd'hui. Donc, en fin de compte, on va exécuter une validation croisée sur différentes configurations d'algorithmes pour à la fin conserver la meilleure, d'un point de vue MCE par exemple. Donc regardez, je teste par exemple une régression linéaire sur mon problème avec une validation croisée, je tombe sur un MCE de 381. Puis je teste un KNN avec l'hyperparamètre K égale à 5, je tombe sur un MCE de 354. Donc K, c'est un hyperparamètre de calibration de KNN. Je peux aussi le calibrer autrement, KNN, et puis relancer une validation croisée et je tombe sur un MCE de 378. Je peux lancer une régression pénalisée donc, qui comporte deux hyperparamètres, alpha et lambda. Et donc avec cette configuration-là, je tombe sur un MCE de 379, là 348, et ainsi de suite. Donc je tente des random forest aussi, je tente des arbres. Et je finis donc par conserver la configuration et l'algorithme qui renvoie le MCE le plus faible, à savoir le biais de prédiction le plus faible. Il s'agit de celui-là. Donc en somme, voici l'ossature d'une démarche générale de machine learning supervisé. On commence par définir la problématique, régression ou classification. On fait une sélection d'algorithmes candidats, par exemple les arbres, les random forest, des régressions pénalisées, KNN, ainsi de suite. Puis, il y a une étape extrêmement importante que nous n'allons pas voir aujourd'hui, mais j'insiste sur l'importance de cette étape, le pré-traitement des données. Qu'est-ce qu'on fait des données manquantes, par exemple, si on en a? Est-ce qu'on crée des variables intelligentes, ce qu'on appelle feature engineering? Comment est-ce qu'on gère la multicollinéarité? C'est un problème, un fléau que j'avais évoqué dans le cadre du webinaire sur la modélisation. Et enfin, on s'amuse à comparer la performance de différentes configurations, de différents algorithmes sélectionnés, et on conserve le cas le plus performant. Éventuellement, à la fin, on déploie le modèle le plus performant, par exemple, dans un logiciel qui va prédire la présence d'un parasite sur la vigne, ou le diagnostic d'une maladie d'un certain patient par rapport à certains symptômes. Vous avez maintenant une idée de la démarche globale du machine learning supervisé. Je vais passer à une illustration d'une validation croisée d'une régression linéaire dans XLStat. Et ensuite, je vais vous montrer comment fonctionnent deux algorithmes assez courants en machine learning supervisé. Ce sont les arbres et les random forest. Alors, validation croisée d'un modèle de régression linéaire. Je vais aller sur XLStat. Donc, voici mon jeu de données. C'est dans la feuille CRM. Et voici donc XLStat qui est incorporé totalement à Excel et qui renferme différents menus. Chaque menu contient des fonctionnalités que vous pouvez mettre en œuvre sur vos données directement dans Excel. Je vais aller sur modélisation des données et régression linéaire parce que je vais lancer une validation croisée. C'est parti. Donc là, j'ai la boîte de dialogue XLStat qui s'ouvre. Okay. La boîte de dialogue de régression linéaire et boîte de dialogue XLStat est organisée en différents onglets dans lesquels vous pouvez saisir des données et configurer différentes options. Et les boîtes de dialogue de modélisation et de machine learning supervisées dans XLStat sont plus ou moins organisées de la même manière. Vous devez sélectionner les variables dépendantes ou à prédire là-dedans, donc Y.
Je vais prendre le montant de facture, je sélectionne directement dans Excel comme ça. Et ensuite, les variables explicatives ou les variables prédictrices ou les X qui sont, je vous rappelle, la pointure, le poids et le temps passé sur le site. OK? Alors, dans la majorité des outils de machine learning supervisé et de modélisation dans XLStat, vous avez ces deux onglets particuliers, validation et prédiction. Validation permet de lancer une validation croisée et prédiction permet simplement de faire des prédictions sur de nouvelles données. Je vais commencer avec validation croisée, OK? Donc, je vais cocher validation. Je demande au logiciel de faire une validation. Je vais lui demander de retirer 8 observations du jeu de données pour la validation. Et je peux soit lui demander de les sélectionner aléatoirement dans la masse du jeu de données, soit demander les 8 premières lignes, les 8 dernières lignes. Par exemple, je vais prendre les 8 premières lignes. Je clique OK. Je vais descendre et je vais regarder ce tableau-là, ce tableau qui renferme des indices de qualité de mon modèle. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux colonnes. Une colonne portant sur la qualité mesurée sur l'échantillon d'apprentissage et une autre sur l'échantillon de validation. Regardez. Je vais me focaliser sur MCE, RMCE et MAPE. Ce sont des indices de qualité prédictive. Ce sont des indices à comparer avec ceux issus d'autres modèles, donc pour diminuer le biais un maximum et détecter donc le meilleur modèle pour la prédiction. Ceci a été calculé sur l'échantillon d'apprentissage et sur l'échantillon de validation. Donc là, on mesure en quelque sorte le biais. Si on veut mesurer la variance, comment est-ce qu'une forte variance s'exprime dans ces résultats-là, dans ces indices-là? Au fait, il suffit de regarder la différence entre ces indices pour l'échantillon d'apprentissage et ces indices pour l'échantillon de validation. Si la performance sur l'échantillon d'apprentissage est bien meilleure que sur l'échantillon de validation, on a une variance importante. C'est-à-dire que là, si le biais est beaucoup plus faible pour l'échantillon d'apprentissage que pour l'échantillon de validation, on a un surajustement sur nos propres données et une mauvaise généralisation du modèle ou de la prédiction sur de nouvelles données. Si l'écart entre ces indices-là et ces indices-là est très fort, on a une variance importante et ce n'est pas bon. Donc voilà comment on lance une validation croisée de régression linéaire dans XLStat. À présent, je vais vous parler d'arbres de régression. Les arbres de régression sont également un outil qui peut être utilisé pour du machine learning supervisé, pour de la prédiction. Voici le principe. Un arbre de régression part d'un jeu de données entier qu'on appelle le tronc. Ce tronc va se ramifier en branches et chaque branche va correspondre à une sous-partie du jeu de données. Et le niveau de ramification maximale correspondra aux feuilles de l'arbre qui seront de toutes petites parties du jeu de données. Et toute ramification est déterminée par un prédicteur. Le but est que chaque feuille, au bout du compte, renferme des observations très similaires par rapport à la variable à prédire, par rapport à y. Alors, tout ça a l'air un petit peu flou. Je vais vous illustrer le fonctionnement d'un arbre de régression sur un seul prédicteur. Donc, j'illustre tout ça avec le prédicteur pointure. Et je vais lancer simplement, je vais dessiner un nuage de points. Donc, j'ai le montant de la facture qui est ma variable à prédire en fonction de la pointure. L'objectif d'un arbre, c'est de trouver un point de coupure le long de cette variable x qui fait en sorte qu'on obtienne des groupes d'observations les plus homogènes possibles entre elles. Donc là, dans l'idéal, on voudrait essayer de couper la pointure ici parce qu'on aura des groupes d'observations homogènes d'un point de vue de y ou du montant de la facture. Donc ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va tester différents points de coupure. Il va tester ici. Il va essayer de voir la qualité un petit peu de cette coupure. Alors comment la qualité de cette coupure est mesurée? On va calculer la moyenne des deux groupes générés. La moyenne du groupe 1 et la moyenne du groupe 2. Donc cette moyenne décalée vers le bas parce qu'il y a un point qui traîne par ici. Et on va calculer simplement les distances des points par rapport à ces moyennes. Donc ces lignes en rouge pointillées. On va calculer la somme de ces distances qu'on va appeler la somme des résidus au carré. Okay?
Donc pour ce point de coupure, on a une somme de résidus au carré égale 5.2 par exemple. On va recommencer avec un autre point de coupure. On va placer le point de coupure ici par exemple. En plaçant le point de coupure ici, regardez, on a des distances par rapport aux moyennes des groupes qui sont beaucoup plus courtes et du coup une somme des distances qui est beaucoup plus faible. On teste un troisième point de coupure, un quatrième point de coupure, on essaie de balayer toute l'étendue de la variable x pour finalement conserver le point de coupure qui correspond donc à la somme des résidus la plus faible. Donc on va couper un niveau de pointure ici, ça peut être, je ne sais pas, une pointure de 28 ou de 29, et puis on va créer une ramification de l'arbre à ce niveau. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'algorithme va balayer non seulement une variable x, mais toutes les variables x pour essayer de déterminer le point de coupure sur une variable donnée qui subdivise l'y en des groupes les plus homogènes possibles. Ça donne ça. Donc on part d'un tronc qui renferme toutes les données, donc 30 observations, et la moyenne de y sur toutes les données est de 176. Donc l'algorithme va balayer toutes les variables x et va se rendre compte que le meilleur point de coupure se trouve au niveau de la variable poids et au niveau de la valeur 280 de cette variable. Donc en coupant le jeu de données en fonction du poids et en conservant d'un côté les données pour lesquelles le poids est inférieur à 280 et d'un autre côté le poids est supérieur à 280, on a constitué des groupes avec la meilleure homogénéité interne possible. Donc d'un côté, on a un groupe avec une moyenne de 149 qui renferme 21 observations. D'un autre, on a un groupe dont la moyenne sur Y est de 239 avec 9 observations. Évidemment, 21 plus 9 égale à 30. Puis le processus reprend. Donc on prend ce sous-ensemble ou cette branche où on fait balayer des points de coupure sur les différents X au niveau de cette branche-là pour déterminer une variable de découpage, par exemple le temps passé sur le site. Pour un temps passé sur le site inférieur à 21, on a une branche avec 3 observations avec cette moyenne de Y. Pour un temps passé sur le site supérieur à 21, on a ça. Et puis évidemment, ça peut se ramifier encore plus de ce côté aussi. Du coup, on a le tronc, les branches et enfin les feuilles. Au bout du compte, l'algorithme retient les règles de découpage et ces règles peuvent être utilisées pour prédire de nouvelles observations. Et justement, comment est-ce qu'on prédit à partir d'un arbre? On fait simplement cheminer l'observation à prédire du tronc jusqu'à une feuille en fonction de ses caractéristiques X. Et la prédiction sera la moyenne de la feuille. Donc imaginez qu'on a une nouvelle prédiction, un nouveau client qui débarque sur le site, on veut prédire son montant de facture. Mais il suffit de le faire défiler à l'intérieur de l'arbre. Disons que le client a un poids de 264, donc il va cheminer par ici. Donc il a un poids inférieur à 280. Et puis disons qu'il passe plus de 21 secondes sur le site, il passe 38 secondes sur le site. Du coup, il va cheminer ici. La prédiction de cet individu, ou de ce nouveau client, sera simplement la moyenne de la feuille dans laquelle il va tomber. Donc la prédiction dans notre cas sera de 143. Voilà comment fonctionne un arbre de régression. Évidemment, les arbres sont aussi adaptés pour les problématiques de classification. Attention, il faut éviter d'avoir des arbres trop développés, c'est-à-dire des feuilles qui ne renferment que très peu d'observations, parce qu'il s'agira vraiment d'un surajustement de l'arbre sur vos propres données. Souvenez-vous, il faut éviter d'avoir des modèles trop surajustés, ça augmente la variance du modèle prédictif. Je vais lancer un arbre dans XLStat. Je vais aller là-dedans, le menu Machine Learning. Donc, regardez les différentes fonctionnalités de Machine Learning. Parmi les fonctionnalités de Machine Learning qui existent dans XLStat, vous en avez quelques-unes ici. Je vais prendre arbre de classification et de régression. Encore une fois, je peux sélectionner ma variable dépendante dans ce champ, montant de facture, et mes variables explicatives dans ces champs-là. Donc, j'ai des variables explicatives quantitatives ou prédictives quantitatives. Il s'agit de ces trois variables. J'ai différentes méthodes d'arbre, donc shade et carte.
Dans les options, vous avez différents paramètres de configuration, notamment le CP correspond au paramètre de complexité de l'arbre, paramètre de développement, de la taille de l'arbre. Puis vous avez la taille minimale pour un parent pour qu'il puisse être splitté en différentes branches. La taille minimale pour un fils. Je vous ai mis les explications de ces hyperparamètres dans le PDF, donc je ne vais pas passer du temps dessus. En tout cas, sachez que ces hyperparamètres permettent de gérer le compromis variance et biais. Par exemple, pour ce paramètre-là, taille minimale d'un fils, si vous mettez une valeur faible, vous allez avoir une variance élevée, mais un biais faible. Donc, il faut tester différentes configurations de ces hyperparamètres pour voir quel est le meilleur modèle d'un point de vue prédictif. D'ailleurs, vous pouvez lancer une validation croisée ici. Donc, je vais cliquer OK. Et voici donc le résultat qui apparaît dans une nouvelle feuille Excel. J'obtiens les différentes règles de l'arbre, donc sous une forme écrite ici, et puis une représentation schématique de l'arbre, comme je vous l'ai montré dans ma présentation. Donc, le tronc, qui correspond au premier nœud de l'arbre, renferme l'intégralité du jeu de données, 30 observations, avec une moyenne de 176. Il est splitté en fonction du poids, donc plus petit que 280 et plus grand que 280. Et puis, ainsi de suite, on a une ramification en branche, puis enfin en feuille. Regardez, donc les variables x peuvent apparaître à différents niveaux de l'arbre. Ici, le poids est apparu juste à côté du tronc et réapparaît ici pour ramifier cette branche-là. D'un point de vue explicatif, les arbres de régression sont assez sympas. Donc, c'est une alternative en quelque sorte à la régression linéaire pour expliquer la variable montant de facture, par exemple. Donc, on voit, par exemple, que le montant de facture est déterminé le plus par la variable poids, qui sépare le montant de facture en deux groupes. Et puis, on peut faire cheminer ce raisonnement explicatif tout au long de l'arbre. Donc, cet avantage, je viens de vous en parler. Quels sont les avantages et les limites des arbres? Les arbres de régression sont faciles à interpréter. Par contre, limite, les arbres de régression sont souvent sujets au surajustement et au biais. Comment résoudre ce problème-là? On va parler de forêt d'arbres ou forêt aléatoire. Qu'est-ce qu'une forêt aléatoire et comment appliquer une forêt aléatoire dans une problématique de régression? Les forêts aléatoires consistent en ceci. Plutôt que d'utiliser des arbres isolés à performance faible en termes de biais et de variance, il est intéressant d'en générer plusieurs, une forêt d'arbres, une centaine, un millier d'arbres, et de bénéficier d'une performance combinée. Alors, les avantages par rapport aux arbres isolés, c'est qu'on diminue le biais, on diminue la variance. Par contre, on perd des choses. Il y a un compromis à faire. Les forêts aléatoires sont plus gourmandes en temps de calcul. On va voir sur notre jeu de données dérisoire, ça va quand même mettre une fraction de seconde. Donc ça va, mais sur de grands jeux de données, les forêts aléatoires peuvent être assez gourmandes en temps de calcul. Et on a une difficulté d'interprétation au-delà de l'aspect prédictif. Donc les forêts aléatoires sont plutôt utilisées pour leur performance prédictive et pas pour expliquer un Y en fonction de différents X. En anglais, on parle de random forest. Une fois que notre forêt d'arbres est construite, pour faire une prédiction, il suffit de faire cheminer les données de notre observation à prédire par tous les arbres de la forêt et puis de faire une moyenne des prédictions issues de tous les arbres. Alors, comment fonctionne une forêt aléatoire? Première étape. Déjà, il y a un mystère derrière la forêt aléatoire. Je vous parle de centaines d'arbres, de milliers d'arbres. Or, chaque arbre doit être issu d'un jeu de données particulier, mais on n'a qu'un seul jeu de données. Alors, comment générer tous ces jeux de données qui permettent de générer plusieurs arbres? On va procéder à ce qu'on appelle du bootstrapping. Plusieurs jeux de données sont générés par tirage d'observation avec remise, qu'on appelle bootstrapping, sur un jeu de données d'entraînement initial. Donc, voici une illustration du bootstrapping. Imaginez que vous ayez ce jeu de données dans un bac avec 6 observations. Donc, un jeu de données avec 6 lignes, et quel que soit le nombre de variables. Donc, on a 6 observations. On va créer différents bacs, différents sacs. Et dans chaque sac, on va verser des observations par tirage avec remise à partir de
ce jeu-là. Donc là, le hasard a fait que on a tiré l'observation numéro 5 2 fois. Par contre, il y a une observation qui n'a pas été tirée. Il s'agit de l'observation numéro 4. Donc, on a un premier jeu de données artificiel qui a été créé. Ensuite, on a un deuxième jeu qui a été créé. Là, on voit que l'observation 4 a été tirée 2 fois. L'observation 1 a été tirée 2 fois aussi. Puis là, le hasard fait que l'observation 6 a été tirée 3 fois. Donc, on est en train de générer des jeux de données aléatoires, tous différents, entre guillemets, les uns des autres. Alors, cette technique qu'on dit de bootstrapping permet statistiquement de se rapprocher des propriétés de la population qu'on étudie. Et j'imagine que vous devinez bien ce qui va se passer juste par la suite. Chaque sac d'observation va générer un arbre de régression ou un arbre de classification. Dans notre cas, on est dans une problématique de régression. Maintenant, ce ne sont pas des arbres vraiment classiques, ce sont des arbres un petit peu sophistiqués dans Random Forest. Un arbre est construit à partir de chaque jeu avec juste une subtilité supplémentaire par rapport aux arbres de régression classiques, une subtilité propre à Random Forest et pour laquelle malheureusement je n'aurai pas le temps de faire des commentaires aujourd'hui, mais je vous ai mis une explication que j'espère assez claire dans les annexes. Alors je vous laisse la surprise d'aller découvrir ça à la suite de ce webinaire. Sachez en tout cas qu'on a un arbre généré par chacun des sacs qui, eux, sont constitués par technique de bootstrap. C'est pour ça qu'on parle de forêt. Alors, comment lancer un random forest dans XLStat ou une forêt aléatoire? Je vais aller dans Machine Learning de nouveau. Et je vais prendre forêt aléatoire de classification et de régression. Donc, ma variable réponse, ma variable Y, c'est encore une fois le montant de la facture. Je peux choisir qualitative ou quantitative. Si je prends qualitative, c'est que je suis en train d'essayer de prédire une variable qualitative, donc problématique de classification. Là, je suis quantitatif. Donc mes variables explicatives, il s'agit encore une fois de ces 3 fameuses variables. Dans les options, vous avez encore une fois des hyperparamètres que vous pouvez configurer, par exemple la taille d'échantillon qui sera donc le nombre d'observations à inclure dans chaque sac, le nombre d'observations qu'on va utiliser pour chaque arbre. On peut demander, préciser le nombre d'arbres dans la forêt. Plus le nombre d'arbres est élevé jusqu'à un certain plateau, plus la précision du modèle sera bonne. Ensuite, vous avez des conditions d'arrêt, c'est-à-dire que si la forêt met beaucoup trop de temps à être construite, on peut forcer le calcul à s'arrêter. Et vous avez des paramètres qui sont propres aux arbres en soi, donc les tailles minimum des branches, des nœuds, des fils, puis ce paramètre de complexité dont je vous ai parlé, et ce paramètre qui est propre à Random Forest et que je commente un petit peu dans l'annexe de ce PDF. Donc ça encore, il faut tester différentes configurations et voir quelle est celle qui produit la meilleure performance prédictive. Évidemment, vous avez un onglet validation, un onglet prédiction, et d'ailleurs un onglet prédiction que je vais configurer sous vos yeux. Regardez. Imaginons que nous ayons envie de prédire le montant de facture de ces 2 nouveaux clients qui viennent d'entrer sur notre site internet et qui sont caractérisés par ces variables-là. Il suffit que je saisisse les X propres à ces clients. Il s'agit de pointures, poids et temps passé sur le site. On n'avait pas introduit la taille dans le modèle. Je peux même rajouter des libellés donc à mes clients, pardon. Carmen et John. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Dans les sorties, Random Forest propose des prédictions OOB et les détails des prédictions OOB. Alors, il s'agit de prédictions issues d'une procédure de validation croisée qui est propre à Random Forest. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail. L'importance des variables peut être intéressante. En fait, l'importance des variables vous montre l'impact de chaque X dans la construction de la forêt et en quelque sorte, donc, ça vous donne une image de l'impact de chaque X sur Y. Donc, ça vous permet un petit peu d'expliquer Y par des X, mais c'est pas du tout aussi séduisant que le caractère explicatif d'une régression linéaire classique ou d'un arbre isolé. Regardez, le calcul a été vraiment très rapide. J'avais demandé 300 arbres. Donc, j'ai d'abord
l'erreur OOB, il s'agit d'un MCE, donc la moyenne des carrés des écarts. Donc voilà le biais de ma forêt aléatoire, que je dois comparer donc à des biais issus d'autres modèles. Là, j'ai l'évolution de l'erreur en fonction du nombre d'arbres de la forêt. Donc on voit qu'à partir de 250 arbres, l'erreur est stabilisée. Ça veut dire que peut-être que je n'aurai pas besoin d'en lancer autant les prochaines fois que je lancerai un modèle sur des données similaires avec des variables similaires. Je vais descendre plus bas et je vais trouver déjà les importances de mes variables, l'importance de chaque variable dans la construction de ma forêt. On voit que la variable qui a la plus grande importance, c'est le poids, suivi par le temps passé sur le site. La pointure n'a quasiment pas d'importance, on a zéro importance. Et enfin, si je descends, j'ai mes prédictions de mon temps de facture pour mes deux individus que j'ai sélectionnés. Donc on en arrive à la fin de ce webinaire. Un petit récapitulatif. Le machine learning supervisé regroupe un ensemble de techniques permettant à l'ordinateur d'apprendre à prédire une variable en fonction de variables prédictives, variable X. Si notre variable Y ou à prédire est quantitative, il s'agit d'une problématique de régression. Si elle est qualitative, c'est une problématique de classification. Aujourd'hui, nous avons vu que la régression. Il y a plusieurs algorithmes de machine learning supervisé, donc régression linéaire, arbre, random forest, KNN, SVM, régression pénalisée, ainsi de suite, et qui, de surcroît, sont contrôlés par des hyperparamètres. Donc, ils peuvent être calibrés par des hyperparamètres, comme la taille d'un arbre, par exemple. Il n'y a pas de recette parfaite d'algorithme qui marche dans toutes les situations. Donc, les performances de plusieurs algorithmes doivent être comparées pour chaque problématique et jeu de données. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de procédures automatisées, dont une procédure dans ExcelStat d'ailleurs, qui permet d'accomplir cette tâche pour vous. Ensuite, la validation croisée, donc une technique d'évaluation qui permet de mesurer la qualité prédictive d'un modèle. Petite remarque, le monde du machine learning est vraiment très complexe, je vous le répète encore une fois. Je vous invite vraiment à mener plus de recherches, plus de lectures pour entrer un peu plus profondément dans ce monde-là si ça vous intéresse. Et par exemple, j'ai sauté plein d'étapes qui sont très importantes, très intéressantes dans le cadre de ce processus. Par exemple, l'étape de nettoyage des données, de préparation des données au machine learning. C'est vraiment une étape très importante que je n'ai pas pu exploiter aujourd'hui. Je vais prendre, avant de vous dire au revoir et de vous inviter à vous connecter à nos réseaux sociaux, je vais prendre quelques questions. Quelle doit être la taille du jeu de données pour faire la méthode train test? Alors, classiquement, on inclut dans l'échantillon d'apprentissage 70 à 90% des données et dans l'échantillon test 10% à 30% des données. Donc, en général, l'échantillon d'apprentissage, on le prend en échantillon plus épais pour l'échantillon d'apprentissage et plus petit pour l'échantillon test. Okay. Et maintenant, si vous avez un jeu de données vraiment énorme, très très grand, donc si vous avez, disons, des centaines de milliers de lignes, vous pouvez même prendre un échantillon test encore plus réduit, aller jusqu'à 2% de la taille du jeu de données initial. Comment estimer si l'écart est important entre train et test en termes de MCE? Je n'aurai pas de seuil magique à vous donner. Je pense que ça dépend vraiment de la problématique, du domaine dans lequel vous travaillez. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux webinaires.